Est-ce qu'il y a une recette infaillible? Moi, je crois surtout qu'il faut qu'ils aient un style, enfin leur style. Ça, c'est surtout la base. Bonjour à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss, je suis illustrateur à Paris et vous pouvez me suivre sur Instagram @JérémyKleiss. Ce podcast est sponsorisé par Creative Pep Talk, le podcast de mon ami Andy G. Pizza. Creative Pep Talk aide les créatifs à développer un travail épanouissant artistiquement et florissant professionnellement. Si vous n'avez pas encore écouté Creative Pep Talk, je sais pas quoi vous dire. Vous passez à côté de quelque chose. Voilà, c'est moi qui vous le dis. Pour en savoir plus, visitez creativepeptalk.com et suivez Andy sur les réseaux sociaux @AndyGPizza. Aujourd'hui, je suis ravi de vous partager ma discussion avec Chloé Marquer et Guillaume Griffon, éditeurs et créateurs de la maison d'édition Lagrume. Si vous êtes comme moi, passionné par l'illustration et que vous adorez flâner dans les belles librairies, alors j'imagine qu'il vous est arrivé de feuilleter ou même d'acheter l'un des magnifiques livres de leur catalogue. Qu'il s'agisse de livres-objets pour enfants, de bandes dessinées d'auteurs venus des quatre coins du monde ou de la fameuse revue Citrus, vous en conviendrez, Chloé et Guillaume n'ont pas le temps de s'ennuyer. Et c'est d'ailleurs du métier d'éditeur que nous parlerons aujourd'hui. Découvrez comment un couple de passionnés débute sa maison d'édition en 2012 et le parcours qui a été le leur. On discute de leur travail et de leur manière de collaborer avec les auteurs, des coups de cœur ainsi que des réalités économiques liées au métier de l'édition, de l'équilibre nécessaire entre indépendance et vie de famille, de l'aventure fascinante qu'a été la revue Citrus, pourquoi finalement ces derniers ont décidé de revendre la maison aux éditions Nathan, et puis on répond également à la fameuse question: comment faire et quelles sont les qualités nécessaires pour se faire éditer? Tout un programme. Chloé et Guillaume ont eu la gentillesse de m'inviter chez eux. C'est donc dans leur salon autour d'un bon thé vert que nous avons discuté. Je vous invite donc à découvrir cet échange haut en couleur et de bonne humeur. Bonne écoute. Cool. Du coup, si c'est bon pour vous. Ouais, carrément. Allez, Ok. c'est parti. Bon, On y va. Chloé et Guillaume, bienvenue sur Sens Créatif. Je suis ravi de pouvoir discuter avec vous aujourd'hui. Merci d'avoir accepté de pouvoir passer ce petit temps pour parler de votre fantastique maison d'édition. Merci beaucoup. Merci à toi. Je commence toujours mon podcast par la même question. Qu'est-ce qui vous motive à sortir du lit le matin? Je te laisse la primeur de la réponse. Non, mais on savait que tu posais cette question, donc nous c'est pas le travail qui nous motive, hein, c'est très simple. Donc on a quand même la vie de famille qui se mélange à la vie professionnelle. Et donc ce qui nous tire du lit le matin, c'est nos enfants, hein, qui ont Je 3. réclame le biberon. Voilà, Bah oui, c'est clair. tout simplement. C'est d'abord Donc, ça. on commence la journée comme ça. Ouais. Ouais. On n'a pas trop le temps de se poser de questions. Il y a une urgence à produire des biberons et Ouais. des chocolats chauds. C'est drôle parce que moi, c'est pareil. Je pense que je cogitais beaucoup plus avant d'avoir un enfant et maintenant, j'éprouve énormément, beaucoup plus de plaisir à juste être dans l'action, en fait. Juste, ça. Ouais. boum, boum. Cool, très bien. Ça, voilà, c'est bon, c'est évacué. Est-ce que vous pourriez brièvement vous présenter, expliquer un peu ce que vous faites aux auditeurs? Tu commences? Du coup, moi ou la maison ou... Ouais, vous avant la maison d'édition. Ok. Alors, par où prendre la chose? En fait, avec Guillaume, on s'est connus en 2007 chez Autrement. Guillaume était éditeur jeunesse. Moi, j'ai fait un stage long chez Autrement. Je suis passée par plusieurs services de la maison d'édition. Et puis, avec une amie, j'avais monté une petite micro-édition, un peu de livres d'artistes qui s'appelait Graines d'encre. Voilà, c'était assez naïf et très artisanal. On faisait des livres avec une fabrication un peu manuelle et puis quand même une certaine diffusion parce qu'on on travaillait avec Macassar. Et Guillaume très vite est rentré dans le projet pour un petit peu donner un souffle un peu plus pro au projet. Voilà, ça a commencé comme ça et ensuite moi je suis partie en Amérique latine, enfin surtout en Argentine où j'ai fait un stage de lithographie dans la perspective d'organiser là-bas une exposition de livres d'artistes. Voilà, mon idée c'était de découvrir des artistes locaux. Et ensuite de réunir un certain nombre d'œuvres que j'allais exposer là-bas, des artistes argentins. En fait, on avait fait une première expo avec Guillaume, et voilà, c'est peut-être quand même comme ça que le projet fort a commencé. On a fait une première expo ensemble à Paris de livres d'artistes,
qui s'appelait 46 sous la couverture. On avait réuni des artistes de plusieurs disciplines, à la fois des danseurs, des plasticiens, des illustrateurs, et on avait fait cette expo Monte en l'air. Ah oui. Donc pour l'anecdote, c'était juste avant que Guillaume déménage sa librairie là où il est actuellement, et il nous avait laissé son appartement qui était au-dessus de la librairie, qui était vide, qui avait été vidé pour le déménagement, et on avait fait une expo là-dedans. Enfin voilà, c'était Trop bien. ouais, c'était assez incroyable. En plus, voilà, il y avait eu beaucoup de monde. Enfin, c'était assez chouette. Voilà, un vrai mouvement. Et puis après, je suis partie en Argentine pour reproduire ce projet. D'accord. Ouais. Et en Argentine, je ne sais pas comment les réseaux se sont croisés, parce que moi, je venais pas du tout de la bande dessinée. Je connaissais personne. Je connaissais même d'ailleurs mal la production en bande dessinée française ou même internationale. Et je me suis retrouvée chez un auteur qui s'appelle Juan Sáenz Valiente, qui est aujourd'hui publié par plusieurs maisons en France. Et je sais pas, il avait pour coutume d'héberger des Français, des artistes, des illustrateurs. On s'est retrouvés là-bas et il m'a mis entre les mains Dora. Ok, ouais. Voilà. Il m'a dit, mais attends, il faut absolument que tu lises ce truc, c'est un chef-d'œuvre. Effectivement, voilà, je suis revenue en France en disant à Guillaume, écoute, je reviens avec un bijou. Il faut absolument qu'on le publie avec Graines d'encre. Et puis finalement, on s'est dit Graines d'encre, Dora. Il y a un rapport d'échelle qui est pas bon. Il faut donner à ce livre plus de visibilité et plus une structure plus pro pour l'accompagner. Et voilà, on a créé la gomme. Okay. Donc ça, c'était en 2011. Donc ça, c'était 2010, c'est ça, 2010, et Dora est sorti en 2012. Voilà. D'accord. Voilà. On s'est mis en couple aussi entre-temps. Voilà. Ah ouais. Ok. Au début, on était Collègues. Collègues et ensuite un couple d'éditeurs, tout à coup. Ouais. Wow. Et donc du coup, voilà, c'est Dora qui vous a donné l'impulsion. C'est ça. Ouais. Et c'est plus ou moins grosso modo en 2012 que tout s'est lancé. Ouais, quoi. après ça s'est fait, mais après je sais pas, le tapis s'est déroulé quoi. Ouais. On a bossé derrière, mais en fait il y avait Dora, il fallait le publier, il fallait une structure, et puis après il fallait un nom, du coup il fallait créer un catalogue. Puis après, c'était un peu la porte ouverte à toutes nos envies, nos idées, quoi. On s'est dit, on va faire de la jeunesse, on va faire des livres fous à système. Et puis après, je sais pas, c'est parti. C'est parti aussi parce qu'il y a eu le pop-up de Vincent Godot, qui s'appelle Avec quelques briques. Et puis un autre livre qui a été plus confidentiel peut-être dans sa diffusion, mais qui est vraiment un titre fondateur de la collection jeunesse, qui s'appelle Bonhomme, sa maison et pluie. Et en fait, dedans, ce sont des petits accordéons. Mais je l'ai. Oui. Ouais, je l'ai, ouais. Dont les illustrations étaient réalisées au tampon. Voilà, c'est des petites séquences muettes. C'est un livre, c'est une boîte. Enfin voilà, on est à mi-chemin entre le livre-objet, le livre à raconter, et ça a un peu donné le style de la collection. Ouais. Et c'est ce qui m'avait marqué dans votre travail, parce que moi je me suis lancé en 2013 en tant qu'illustrateur. J'ai déménagé à Paris en 2013. Avant j'étais graphiste, puis je me suis reconverti dans l'illustration. Et vu que j'adore flâner dans les librairies, je suis très vite tombé sur vos bouquins. Et ce qui m'a tout de suite marqué, c'est cet amour de l'illustration très contemporaine, et puis le beau livre, le livre-objet. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu, est-ce qu'on pourrait dire que ça résume un peu la ligne éditoriale de la maison? Ouais, carrément. Ouais, tout à fait, c'est ça. Hein. Nous, ce qui nous plaît, c'est d'aller chercher des auteurs, des illustrateurs qui ont une proposition graphique singulière, forte, personnelle, quoi, tu vois, qui proposent vraiment une écriture. On va chercher beaucoup de jeunes illustrateurs qui sortent de l'école et qu'on accompagne pour faire leur premier livre. Il y a énormément de premiers livres au catalogue. Ouais. Puis c'est sûr que au début, on a envie de bouffer le monde, j'imagine, quand on sort de l'école. Et c'est là aussi où on fait des magnifiques livres, des livres. Parce que j'avais lu dans une interview, je me suis un petit peu documenté, hein, évidemment, en venant. Et vous disiez que au tout début, votre cheval de bataille, c'était vraiment les livres-objets, quoi. Et moi, je sais, à l'époque, Bruno Munari et tous ces trucs-là, c'était vraiment quelque chose qui me parlait beaucoup. Et c'est quelque chose que j'ai retrouvé dans votre travail, quoi. Ouais, bah nous on est vraiment nourris par tout ça, effectivement. Alors comme disait Chloé, c'est vrai que quand on a créé la maison, donc on a fait la BD, très vite on a fait de la jeunesse. Moi j'étais éditeur jeunesse, et puis on avait quand même vraiment une sensibilité pour les livres pour enfants, pour plein de raisons. Et Les livres-objets. oui, les livres-objets. Et donc tout de suite, on a posé comme principe qu'il fallait qu'on fasse que des livres un petit peu spectaculaires, voilà, qui sortent de la production, qui soient vraiment exceptionnels. Et donc on avait posé comme principe de pas faire d'album. On s'était dit, on fera pas d'album classique. Nous, ça va vraiment être notre ligne. Il faut qu'on développe un truc très personnel aussi, une On s'est ligne dit, forte. pour arriver sur ce marché, qui est déjà un marché quand même très développé,
on peut pas arriver en faisant comme tout le monde. Enfin, Non, bien sûr, oui, oui, c'est-à-dire oui. que c'est pas du snobisme quand Non, je dis non, ça, non, hein, bien mais sûr. c'était vraiment, il fallait avoir une légitimité à arriver là et puis il y avait aussi quand même un parallèle avec ce qu'on faisait avec Graines d'encre, même si Ouais, en effectivement, soi, il y ça avait n'avait aussi rien le à lien voir avec parce le que livre Graines d'artiste, d'encre, ouais. c'est voilà le côté un peu livre-objet, on plonge dedans, à mi-chemin entre l'œuvre plastique. Hmm. Moi, je viens plutôt de là, plutôt plasticienne et puis Plutôt édition. voilà, Ouais, classique, Guillaume, quoi. il est éditeur, le c'est binôme, c'est ça, ouais, c'est la partie artistique pour Chloé, voilà, qui a fait un parcours artistique, et puis moi, études littéraires de profil éditeur, plus en plus Ouais, sur le ouais, hyper complémentaire, quoi. ouais, assez complémentaire pour ça, ouais. Et Graines d'encre, pardon, c'était plus classique sous sa forme. Non, c'était pas classique, c'est pas le livre d'artiste au sens on n'était pas sur de la bibliophilie ou Ouais. En fait, gros, moi, Grand Angle, c'était un peu c'était basé sur mon travail à moi des petits récits illustrés, donc il y avait un côté un petit peu album pour adultes, avec quand même toujours un travail, on aimait qu'il y ait un travail sur la forme, Ouais. et une intervention, comment dire, un peu manuelle sur les bouquins. Ça, c'était le côté un peu livre d'artiste, c'est-à-dire que tous les livres, enfin beaucoup quand même, étaient finalisés à la main, tu vois. Donc il y avait un peu une intervention, c'est tout petit tirage, hein, c'est pour ça qu'on était dans le registre du livre. Confidentiel, hein, puis Ouais, même, la on dit micro-édition, les livres, hein, il y a eu 5 c'est ça, 5 livres, hein, 4-5 ça titres, s'arrêtait très vite. une ou deux expos. Donc c'était quand même un petit projet. Mais c'est vrai que du coup, il y avait un parallèle entre Graines d'encre, avec le livre d'artiste et les livres jeunesse, le début de notre collection jeunesse, qu'on présentait comme ça. On disait, nous, on veut faire du livre d'artiste pour les enfants. Donc vraiment pour les enfants, donc adapté pour les enfants. On avait cette espèce un peu de mot d'ordre. Livre d'artiste pour les enfants, il faut que ça soit jouer sur des formats, des livres à manipuler, quoi, des livres qui racontent des choses, mais aussi qui propose une expérience physique un peu originale pour les enfants, quoi. Ah oui, mais mon fils, là, comme je vous ai dit, il a 16 mois, là, les livres qu'il préfère, c'est ceux où il se passe plein de choses. Il l'ouvre. En plus, son livre préféré, c'est La couleur des émotions, un grand classique que vous connaissez sûrement. Il ne s'en lasse jamais. Puis il y en a un autre, La promenade de la petite fille, où il y a constamment des flammes. Ouais, enfin, c'est juste incroyable, quoi. Enfin bref, ça doit être un sacré travail, quoi. Pour se un peu rattacher comme ça à une famille, se réclamer d'un mouvement éditorial, voilà, on était assez proche des Trois Ours. Donc je connais pas. Maison d'édition. C'est une maison d'édition en même temps que diffuseur, donc c'est le diffuseur de Komagata, donc on est vraiment proche d'eux, même amicalement, ça. Donc c'est le diffuseur de Komagata, des œuvres de Komagata en France. D'accord. En gros, alors après aujourd'hui, je sais plus trop où est-ce qu'ils en sont, mais en gros ça passait quand même plutôt par les Trois Ours pour trouver les livres de Komagata, et puis tout un travail de diffusion, c'était vraiment Komagata et Munari. Ça, c'était vraiment un peu beaucoup, et puis d'autres artistes, hein. Mais c'était vraiment, on était là-dedans, sur le livre d'artiste, et plutôt le livre d'artiste pour les enfants. D'ailleurs, donc elle qui fait la proche. première édition de l'abécédaire de, comment elle s'appelle, Marion Bataille, ouais. Ouais. D'accord. C'est un abécédaire après, un livre pop-up qui a été édité après par, je sais plus quel est l'éditeur, mais le premier livre confidentiel, c'est Les Trois Ours. Enfin, c'est vraiment un peu des chineuses. Un peu ces livres que tu prends et que tu tournes la page, et puis c'est une surprise à chaque fois parce que tu t'attendais pas du tout à ça, parce que c'est un jeu formel. Donc c'est vrai que nous on avait cette proximité avec Les Trois Ours. Ouais. D'accord. Et concrètement, ça ressemble à quoi le travail d'éditeur? Une journée type, et pour un peu vulgariser ce métier qui fait, je crois, rêver beaucoup de gens au final, quoi. Ouais. Dans les pierres les meilleures. Journée type, j'imagine, comme plein de boulots dans nos boulots, il y en a pas vraiment. Après, on fait quand même on gère beaucoup de planning, un peu de. Il y a 1000 choses, hein. C'est vrai qu'il y a, pour faire un livre, le créer, l'accompagner, donc ça, il y a 1000 étapes. Donc il y a toute la partie, en gros il y a deux grandes parties, hein, pour l'éditeur. Il y a la partie production, donc là on produit, on accompagne le livre, donc depuis le tout début. Alors on lance des illustrateurs, donc ça c'est, si je fais toute la chaîne. On lance ou on reçoit des projets. Alors on reçoit beaucoup de projets, énormément de projets, et puis on fait pas mal un peu de veille, on regarde sur les réseaux, pas mal sur les réseaux. Donc ça c'est plus Chloé qui fait ça, un peu d'être attentif, à repérer comme vous disiez tout à l'heure, quoi, des jeunes illustrateurs, et puis on va solliciter. On dit nous on adore ton travail, est-ce que ça te plairait de. D'accord. Alors, quand les gens nous disent oui, mais là votre commande elle est pas claire. Non, en fait, il y a jamais de commande. Enfin, nous c'est vraiment, on lance une petite bouteille, une petite flamme, et ça prend ou pas, mais il n'est jamais question, voilà, de d'une vraie commande.
Donc après il y a le livre qui lui est engagé, donc on va le faire. Avant d'être sûr de le faire, on le travaille, on n'est pas forcément sûr il faut l'ajuster avant d'être sûr de le faire, c'est le moment où on signe un contrat. Il y a un travail quand même avec l'auteur, l'illustrateur pour voir s'il va y arriver quoi. Nous on l'aide, on le canalise. Mais bon, il y a un premier travail. Ensuite, une fois que le livre il est engagé, bon bah là il y a un travail éditorial qui continue, qui est plus dans les détails. Donc ça c'est sur la partie éditoriale. Il y a une dimension, je sais pas, il y a une dimension aussi juridique. On fait des contrats, on s'occupe des contrats, on s'occupe un peu de tout le suivi de production. Donc c'est-à-dire d'envoyer, de faire le lien avec. C'est beaucoup un coordinateur l'éditeur. Donc nous on fait le lien entre plein de services en fait. Enfin maintenant qu'on a vendu, ça on en reviendra bien peut-être. Sûr. Ouais. Du coup, on est dans une plus grosse boîte, donc il y a plus de services dédiés. Avant, on faisait tout, mais en gros, on est en lien avec le graphiste qui met en page. Ensuite, une fois que c'est mis en page, on l'envoie chez le photograveur pour avoir des chromalins, pour faire la gravure. Ensuite, chez l'imprimeur, bon, bah, il y a aussi toute une étude de fabrication, donc des demandes de devis chez l'imprimeur. Et puis, alors nous, pour le cas des livres objets, livres avec des formes un peu originales. Donc là, il y a toute une étude avec l'imprimeur de prototypes, donc on demande des prototypes qu'on ajuste, là ça va pas, là il y a les feuilles qui se froissent, tout ça, donc là il y a toute cette partie aussi fabrication, on est en lien avec l'imprimeur, et puis donc ça c'est la production, et puis la deuxième étape, deuxième grosse partie du métier d'éditeur, c'est une fois que le livre il est fini, donc là on arrive jusqu'à un livre fini, et puis après il faut le vendre, donc là il y a vraiment les deux casquettes quoi, il faut l'accompagner, donc ça c'est la commercialisation, donc c'est pareil, là on est en lien avec plein de gens, et donc on coordonne aussi avec, on est avec une équipe de diffusion et de représentants qui vont en librairie pour présenter le livre, l'attaché de presse pour la presse, chargé de com qui s'occupe de faire des dédicaces, de faire vivre le livre sur les réseaux sociaux, etc. Voilà. D'accord. Donc en gros, il y a vraiment 1000 trucs, énormément de mails. Donc comme on est beaucoup en contact et comme je disais, on coordonne plein de monde, on est tout le temps en train d'écrire des mails à tout le monde là pour que la machine avance et comme disait Chloé, et qu'elle avance dans le respect des plannings parce que c'est vraiment très il faut que le bouquin sorte quand il a été prévu qu'il devait sortir. Une grosse pression sur les plannings. Et on va très en amont. Enfin, c'est un peu une folie le marché de l'édition. Oui. Ouais. Donc 2020, tout est quasi bouclé. J'ai déjà 2021 qui commence à être un peu rempli, tu vois. Et puis j'ai certains titres, je me dis bon, ça va être long, mais quand même il est sympa. On n'est pas sûr d'y arriver, mais pourquoi pas 2022, tu vois. Bon, bah c'est donc. Faut anticiper à mort. Ouais, faut être beaucoup. Un livre, en gros, c'est grosso modo à peu près. Ça peut pas être moins d'un an, à peu près. Tu vois, entre le moment où tu lances le truc. Et puis toutes les étapes et la sortie en librairie, un peu tu comptes un an. Ça peut être un peu réduit quand même, mais ouais. Un livre jeunesse. Après une BD, ça peut être encore plus long parce qu'une BD qui fait 150 pages, là un illustrateur il peut bosser 1 an et demi, 2 ans dessus, quoi. Ouais, bien sûr. Mais là c'est encore d'autres choses, c'est d'autres budgets, bon, c'est différent. Ouais. Ok. Et vous imaginez bien que il y a tellement d'illustrateurs, d'illustratrices qui veulent faire des bouquins, qui veulent trouver un éditeur. Donc si j'entends bien, vous passez jamais commande, mais vous suggérez de temps en temps, vous envoyez des petites suggestions d'idées. Ouais, exactement. Mais sinon, c'est à l'auteur, l'illustratrice, l'illustrateur de proposer. Parce que nous, on travaille comme ça. On n'est pas. Enfin, non, mais c'est avec vous que je veux discuter. Oui, d'accord. Non, mais parce que pour dire qu'on n'est pas représentatif. Non, bien sûr. Bon, en même temps, je dis ça, pas passer commande. Là, on l'a fait une fois ou deux parce qu'on a eu, avec le texte de Constance et Julien, on a passé commande à une illustratritre. C'est-à-dire un petit peu, ça, ouais. C'est un cas exceptionnel où on a reçu un texte. Ça ne nous était jamais arrivé. Ça, c'est les parents qui sont en nous, qui se sont tellement marrés. C'est un texte, enfin, je peux. Oui, tu peux spoiler, coup de cœur. Voilà, qui s'appelle Papa, 3 fois, Papa. Papa, on rajoutera un. Trop mignon. Et c'est assez humoristique et cocasse. En gros, c'est un petit garçon. Papa, je voudrais tellement faire de la balançoire, mais la balançoire elle est cassée. Alors il y a le papa qui prend la forme de la balançoire et puis bon, c'est une surenchère comme ça de petites anecdotes. Donc il y a la balançoire, il y a il veut monter dans l'arbre. Il veut surfer, ouais. Donc il est à la plage, il y a des vagues incroyables. Il y a papa, j'adorerais faire du surf, mais là ma planche elle est trop petite pour ces grosses vagues. Ouais, alors, ok, bon d'accord. Et le papa il s'allonge et puis il fait office de planche de surf, sûr, ouais. etc. Voilà, toute une surenchère. Et puis à la fin, il y a un retournement à la fin, donc c'est quand même une petite tendresse. Donc c'est rigolo, on se moque un peu, c'est vraiment humoristique. Et puis à la fin, il y a quand même un truc un peu tendre parce que c'est le petit garçon qui vient faire le papa. Il est épuisé après la journée qu'il a passée avec son fils et il s'est endormi affalé sur le canapé sans oreiller comme ça, et c'est le petit garçon qui se met en boule pour faire office d'oreiller pour le papa. Donc c'est très mignon. C'est fait, donc ça c'est avec Anouk Ricard qu'on sort ce titre là en janvier. Génial, hyper drôle.
Ouais, Bon, voilà. donc Donc on ça, est venu c'était pour chercher dire, à Nukrika avec un texte. Ouais, Donc, c'était complètement adapté. c'est pas une commande, mais quand dans même. l'esprit. Oui, oui, le bien texte sûr. était là, donc, Ouais, voilà. Mais non, c'est vrai que sinon, ouais, il y a une Mais espèce c'est vrai Nous, on n'est pas du tout un inventeur de concepts comme il y a plein d'éditeurs qui font ça, qui réfléchissent, comité éditorial, et puis ils ont une collection, on pourrait faire un documentaire en le traitant de cette manière-là, etc. Et puis après, on va aller chercher un autre sur ce concept qu'on a inventé, auquel on a eu l'idée, on va aller chercher un auteur et puis un illustrateur. Ouais, on est vraiment à l'origine du truc. Il y a plein d'éditeurs qui l'illustration qui nous fait. Du coup, c'est pour ça que souvent on se dit qu'on fait des livres d'auteurs, c'est-à-dire vraiment c'est et ça c'est vraiment important parce que le process de création il est un peu différent et c'est vraiment les auteurs qui font leur c'est vraiment leur œuvre quoi quand ils font un livre avec nous. Donc c'est vrai que nous on aiguille, comme tu disais, on allume un peu l'étincelle, c'est ce qu'on essaye de faire et puis après quand ils arrivent avec une proposition, là on intervient quand même, on rentre dedans, on canalise par contre, et puis on dit on est interventionniste mais quand même on est vraiment là. Quand le projet arrive, on pointe tout ce qui va, on essaie de pointer tout ce qui va pas pour que tout soit fluide, tout soit un peu évident, enfin bref. Donc j'imagine qu'il vaut mieux venir avec un concept plutôt qu'un projet clé en main quoi. Non, il n'y a pas de règle. Après, clé en main, nous, on va pouvoir, s'il y a besoin de revoir des choses, s'il y a des petites failles, on prendra. J'aime qu'il est arrivé, oui, ça arrive, des projets qui sont parfaits. Bonhomme, sa maison est plus, elle arrivait avec ce projet, qu'elle avait produit comme ça de façon très rapide. C'est un livre avec que des trous de différentes formes. Ouais. Que des trous et des couleurs qui forment des images par superposition, par association. Bon, là, le projet est arrivé, on a corrigé peut-être une tonalité. Le bleu, on a dit, on va peut-être mettre plus de cyan et moins de jaune. Ouais. Mais après, le projet était là, quoi. Ouais. Donc, parfois, quand c'est génial, on est capable de dire, allez, c'est génial, hein. Duel au soleil. Ah oui, j'ai lu aussi. On n'a pas touché. Duel au soleil, il y a vraiment très peu de choses de nous. Il n'y a pas non plus toujours à intervenir ou à... Mais après c'est ça dépend tellement. Nous c'est vraiment l'illustration. Enfin si vraiment graphiquement il y a quelque chose qui nous fait vibrer, on est prêt. Ouais. C'était un peu ma question. Qu'est-ce qui vous fait vous pencher sur un projet plutôt qu'un autre, sur un profil? Quels sont les ingrédients qui selon vous dites ça là c'est bon, ça va être un bon livre? Moi j'adore la peinture. Okay. Vraiment la peinture. Enfin presque si je pouvais être radicale et faire que des livres d'illustrateurs qui travaillent en peinture. J'adore. Manuel Marsol pour le coup. Voilà, Manuel Marsol, Camille Louzon, Charline Colette. Enfin, je cite comme ça. Ouais, bien sûr. Après, il y en a plein auxquels je pense pas. Voilà, j'adore la nature aussi. Les gens qui travaillent les végétaux, les paysages. Ça me transporte. L'humour, ouais, un petit peu comme ça sur mes critères, quoi. C'est un truc qui tout à coup me réveille. Je sais pas, après un bon livre, ça repose pas uniquement. Ah oui, c'était pour l'illustration. Qu'est-ce qui vous pas fait... forcément, mais qu'est-ce qui vous fait vous pencher pourquoi vous vous dites allez avec lui ou avec elle, c'est parti et pas avec quelqu'un d'autre par exemple? Ouais, c'est difficile. À la fois. Il faut aussi se projeter sur quelqu'un qui va être capable de tenir sur la durée, de faire qu'il ait aussi une illustration qui puisse être narrative. Enfin. C'est compliqué. Enfin, c'est compliqué. C'est pas compliqué, mais je sais pas si je saurais. J'imagine qu'il y a une grosse part d'instinctif aussi chez vous. C'est comme une pulsion, quoi. Ouais. Mais j'imagine qu'il y a parfois des coups de cœur comme papa. Et puis, j'imagine, vous me corrigez si je me trompe, mais qu'il y a peut-être des choix peut-être plus commerciaux. Où vous dites, parfois les réalisateurs, ils disent bon, ça c'est mon travail d'auteur, ça c'est pour payer mon prochain film, quoi. Est-ce qu'il y a aussi un petit peu ça? À notre échelle, non. Enfin, moi je dirais que des fois on tente aussi. Il y a un paramètre qui a changé, je trouve, depuis la création de l'Agrume. On est devenu 3 fois par an depuis, c'est-à-dire on a 3 enfants. Ouais. Ça a changé des choses parce que à force de lire des livres à nos enfants, on s'est dit ça c'est génial, je l'adore, mais par contre j'ai pas du tout envie de le lire à mon enfant. Ou alors j'ai tellement envie de lire ce genre de livre à mon enfant, mais il n'existe pas. Ou bon, ça a aussi influencé. Attends, j'essaie de raccrocher la question qui était. Vos choix. Il y a les coups de cœur et peut-être faire tourner la maison. Un petit peu des thématiques qu'on trouve sympas et qui sont effectivement peut-être moins des œuvres singulières. Mais sur le sujet ou alors le type de livre qu'on trouve sympa.
Mais... Bon, on a quand même un coup de cœur sur une petite production, à peu près d'une quinzaine de titres. On a quand même un coup de cœur sur chaque livre qu'on va défendre, accompagner le maire. Ouais. Alors vraiment, le coup de celui-là, je le sens et je le fais parce que je l'aime pas plus que ça, mais je le fais parce que je sens qu'il va cartonner. Ça, on est quasi sûr de se planter. Hein. Ça marche pas trop. Ça, c'est le flair, quoi. De toute façon, je crois qu'on s'est jamais dit tel livre va cartonner. Ah oui, vous pouvez pas prévoir? Non. C'est une question on peut peut-être prévoir l'inverse presque. Non, on se dit bon, celui-là on le fait, mais on sent que ça va être dur, mais on va quand même le faire parce qu'il est génial, il est pointu, mais on le fait. Il y en a un, ça nous a donné tort, c'est marrant, hein. Là, Mona. Ah oui, voilà, ouais, Mona, on en a fait un petit livre, enfance. On l'a fait parce qu'on adore l'auteur. Voilà, très beau, très original, singulier. Un livre d'artiste. Ouais. C'est d'ailleurs lui au départ, c'était vraiment un livre d'artiste qui devait faire avec une micro-édition vraiment un peu artisanale, et puis elle n'arrivait pas à le faire, c'était compliqué pour elle. Du coup, nous on l'a fait en plus grosse production. Tu dis elle? Bah c'était les doigts qui rêvent, je crois que ça s'appelle. Ah oui, tu parles d'une éditrice. Là au départ, c'est un projet qu'il avait depuis longtemps et puis une maison d'édition. Non, parce que c'est un auteur. Oui, j'ai cru suivre. Ouais, excuse-moi. Et puis du coup il nous l'a reproposé parce qu'il l'avait fait depuis des années, et puis on l'a fait parce que on trouvait que c'était complètement l'agrume, ça nous plaisait beaucoup, mais ça nous semblait pointu, hein. Et puis en fait il a été très accompagné aussi sur les réseaux sociaux, il a été vraiment poussé, là il a séduit, et puis on est en rupture au bout de 6-9 mois, donc celui-là on pouvait pas parier. Génial. Ouais, c'est chouette. Ouais. Bah, j'ai posé notamment la question parce que j'ai demandé un petit peu aux auditeurs est-ce qu'il y a des questions que vous aimeriez peut-être poser à des éditeurs, et cette question-là a été ressortie. Est-ce qu'ils arrivent à prédire? À prévoir. Ouais, c'est ça, ouais. Non. Dora, par exemple, pour nous, c'était génial. Vraiment, le livre qu'on allait s'arracher tellement tout est parfait, la narration. Ah, c'est vrai en plus, magnifique. Et c'est pas ce qu'on appelle un carton, quoi. Ouais. C'est des bonnes ventes, c'est correct, mais et vos cartons, c'est quoi? Nous on plutôt à l'international, le carton. Ouais, c'est vrai. C'est intéressant, ça. Ouais, c'est là où on vend bien. C'est-à-dire qu'on vend pas nos livres à l'international, nos livres en français, hein. C'est-à-dire qu'on vend les droits. Ah oui, d'accord. Oui, voilà. c'est ça, c'est pas. Donc, sur le détail, les éditeurs étrangers sont assez attentifs à notre production, justement, parce qu'elle se distingue peut-être un petit peu de tout ce qui se produit. C'est sûr. Et on vend pas mal nos droits, en fait. On vend les droits pour des éditions étrangères. Donc ça, c'est un domaine qui marche bien économiquement pour nous. Ouais, on est assez bon. Et ils s'intéressent à des titres en particulier? Il y en a 2-3 qui sortent du lot. Il y a la Mégalopole, il y a l'orchestre de Chloé Perarnaud. L'orchestre, on cherche et trouve, qui s'est beaucoup vendu. Maman Renard, c'est un peu plus ancien, un livre avec des découpes aussi, donc un peu avec une forme originale, pareil, qui s'est très bien vendu. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Ça c'est un peu les trois. Mais après, après il y a des titres qui se vendent un peu plus et qui ont fait 2-3 sessions. Il y a une année où mais en fait sur le global, notre chiffre d'affaires était assez étonnant, parce que moi je vais pas m'avancer sur les chiffres, mais en gros sur les ventes de droits, on était presque on faisait le même chiffre en droit qu'en librairie en France. Donc c'est énorme. Bah ouais. C'est ouf. C'est atypique. Et après, alors nos succès, donc effectivement, il y a la Mégalopole de Cléa Dieudonné. Là, c'était un livre avec une espèce d'une reliure particulière comme un rouleau, et puis ça se déroulait comme une espèce de rouleau. Donc je l'ai vu. Ouais. Donc ça s'est bien vendu. Ouais, on est en rupture aussi sur celui-là. Le Maman Renard que j'évoquais là, qui s'est vendu à l'étranger aussi bien. Donc ça c'est pareil. Nous, en gros, nos best-sellers, donc c'est quand même des ventes moyennes. Hein, les best-sellers, nous, c'est 5000. Voilà, en gros. On dépasse pas 5000, tu vois. Oui, donc bien c'est sûr. pas des gros cartons de dingue. Hein. Même qu'on a eu plein de presse. Alors là, on a une BD qui est pas vraiment une BD, qui est une espèce de guide sur New York, une BD pour adultes. Ah oui. Les entrailles de New York. Oui, pas mal de donc presse dessus, il me semble. Alors là, toute la presse, un peu vraiment. On n'a jamais eu ça. Toute la France. Ouais, c'est ça. Et donc là, celui-là, il continue à bien tourner. Alors peut-être que là, on va monter un petit peu, on va faire un peu plus, mais voilà. Alors, en gros, c'est ça. Nous, nos best, c'est autour de 5000 ex. Ouais. Ok. Ouais. Alors moi, je travaille beaucoup plus dans la presse et de plus en plus la com et la publicité. Mais je sais qu'un jour, c'est presque une évidence pour moi. Je pense que je passerai par la case édition. On demande encore d'ailleurs de temps en temps est-ce que tu fais un livre, etc. Et alors je réponds toujours un jour. Je me sens pas encore prêt, mais peut-être que je le ferai un jour. Mais je sais qu'un des facteurs aussi, c'est l'aspect financier en fait. Tout le monde sait qu'en France, publier un livre c'est prestigieux, mais ça paye pas énormément. Et je sais, en discutant beaucoup avec mes amis illustrateurs, illustratrices, comme je vous le disais tout à l'heure, tout le monde veut se faire éditer. Mais cette question des finances, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça?
plein de choses. Allez, c'est parti. On va peut-être pas toutes les dire. Ouais, bah alors c'est sûr que ces sujet. fonctions, ouais, c'est très compliqué. Hein. C'est presque un petit peu insoluble parce que le marché de la librairie il est difficile. Il y a une grosse production, donc du coup il y a quand même une économie qui est compliquée. Donc c'est sûr que c'est pas généralement. Hein, c'est sur nous en plus on fait beaucoup de premiers livres. Donc ça c'est des jeunes illustrateurs, auteurs illustrateurs. Et du coup c'est entre l'avance qu'on propose. Donc ça je sais pas si tu t'as en tête. Hein, du coup, il y a un pourcentage sur les ventes. Hein, voilà ce que touche l'auteur. Un pourcentage sur les ventes qui touche c'est clôturé au 31 décembre et puis il le touche sur le premier semestre de l'année suivante. Pourcentage sur droit qui est en gros de 7, qui est en train de monter. Là du coup donc là il y a un peu tous les auteurs illustrateurs qui se mobilisent pour essayer d'obtenir un meilleur pourcentage de base pour la jeunesse. Hein, Bien sûr. Ouais. Donc là c'était 6, moi quand je l'ai commencé il y a une quinzaine d'années, c'était 6%. Donc 6%, quand ils sont 2, ça arrive quand même plein de fois que ce soit 2, auteurs illustrateurs, toi divisé par 2, c'était 3%. Enfin, c'est vraiment tout petit. Ah ouais, c'est clair. Donc là on est plutôt en train de monter pour essayer d'avoir comme base 8, se battre pour 8%. Donc là ça un pourcentage, et ce pourcentage il touche une avance sur droit, hein, donc un avaloir au moment de la signature du contrat. Et c'est sûr que il y a un écart entre le temps de travail. Il peut facilement avoir un écart entre l'avance qui est proposée et puis le temps de travail que ça demande. Alors faut voir aussi que c'est un peu compliqué, mais c'est vrai que l'auteur illustrateur, il est payé aussi. Il y a quand même il touche une rémunération longtemps après la production. En fait, il y a le temps de production qui lui est couvert par l'avance. Oui, bien sûr. Il fait les lits et il va bosser pendant 2 mois pour faire un livre jeunesse, mettons. Et là, c'est l'avance. Il a l'avance pour vivre pendant 2 mois, mais par contre, il aura après, si son bouquin se vend, on peut espérer qu'il se vende, et avec les ventes de droits internationales, il touchera. Faut voir que aussi c'est un peu un investissement sur plus tard. Quoi, mais ça peut être 1 an et demi, 2 ans. Toi. Oui, et puis il peut toucher une rémunération. Il peut toucher. Alors voilà, il y a plein de livres qui ont du mal avec tout ce qui se vend. Qui et ils ne touchent jamais que leur avance. Ouais. Et donc c'est sûr que c'est compliqué. Le rapport. Et on le voit quand même, beaucoup d'auteurs illustrateurs, ils ont un équilibre entre le livre, l'édition qui est un peu qui fait partie du coup c'est leur œuvre qu'ils font. C'est pour ça que nous on fait des livres d'auteurs et ça rejoint un peu des parcours d'artistes. Ils font de l'édition non pas pour être payés, disons non pas pour être rémunérateurs, mais parce que ça participe de leur travail artistique d'illustrateur. À côté de ça, ils ont la presse, pour beaucoup ils ont la presse qui est un peu plus rémunératrice, et puis la formation, ils donnent des cours, des interventions, workshops, tout ça, les workshops. Donc en gros, ils sont sur un équilibre entre ces 3 activités. Faire que de l'édition, il y en a relativement peu. Hein. Il faut en faire beaucoup. Il faut en faire énormément. Il faut en faire beaucoup et les vendre. Ouais. Aller vite. Ouais. Et puis que ça se vende bien. Donc c'est sûr, en fait il y en a très peu qui font. Je crois que c'est très très difficile de faire que ça c'est sûr. Ouais, c'est un épineux sujet quoi. Déjà l'argent de base, mais non, mais c'est vraiment un sujet qui est compliqué. Enfin, surtout en plus pour des. J'imagine que c'est pas du tout les mêmes logiques en fonction de la taille des maisons d'édition. Donc quand on est un petit éditeur indépendant comme on l'était, donc c'était difficile pour nous, c'est difficile pour les auteurs, c'est difficile pour les libraires. En fait c'est un tout petit marché. En fait c'est dur pour tout le monde, c'est ça qui est compliqué. Ouais. C'est un peu. Alors l'auteur illustrateur, lui, il a ça peut-être qui est plus compliqué, c'est qu'il est en indépendant. Donc du coup voilà, il paye ses charges, ça. Donc le libraire c'est dur pour lui, mais bon après les salariés, pour les libraires salariés. Il y a des libraires indépendants. Un éditeur dans une grosse maison. Donc nous maintenant qu'on est dans on fait partie d'un groupe, donc moi j'ai mon salaire, c'est un peu il faut que je tienne l'économie de ma maison, mais c'est pas les mêmes difficultés. Les difficultés sont ailleurs. Pour un auteur, c'est vrai qu'il est indépendant, donc c'est. Ouais. Mais il y a vraiment cette réalité là qui est terrible, que le marché est tout petit en fait, tout petit en économie, et du coup c'est pour tout le monde c'est des petites marges. Il y a énormément d'intermédiaires en fait sur un livre, c'est une folie. Entre le diffuseur, le distributeur, donc l'écart entre la somme de travail, le coût de fabrication, la partie fabrication, donc ça a un coût important aussi. Toute la maison d'édition, bon bref, plein d'intervenants pour un petit prix de vente en fait. Oui. Et on est contraint par le marché parce qu'il y a des habitudes d'achat où les gens ils sont pas prêts à mettre non plus beaucoup pour un livre. Ouais. Donc ça fait une économie compliquée. Il y a aussi des choses qui compliquent encore, sur les retours. Je pense que tu connais les retours. Ce principe qui encadre la commercialisation des livres. C'est-à-dire qu'un livre qui est commandé par un libraire, donc il va être payé auprès du diffuseur distributeur, qui du coup va reverser cette somme
cette somme à l'éditeur qui la reverse ensuite à l'illustrateur. Mais si le livre se vend pas, parce que il a pas marché, ou alors parce que il s'est abîmé et puis qu'il a passé, 6 mois au soleil dans une vitrine, ou parce que en fait le sujet a pas pris, enfin toutes les raisons qui font qu'un livre ne se vend pas. Ouais. Il est renvoyé chez l'éditeur, enfin chez le diffuseur, mais du coup derrière il se retrouve pilonné. Enfin donc tu vois c'est aussi c'est la partie que tu vas couper là. Je vais pas me lancer là-dedans. Non, d'accord. Non, mais ouais. Bon. Moi, je sais que, moi, ça fait 6 ans que je fais de l'illustration. Et évidemment, comme tout le monde, j'adore les livres. Je trouve ça magnifique. Et faire un livre, ça me plairait évidemment. Mais maintenant, j'arrive, au plus ça va, au plus, dans mon travail, au plus j'arrive à l'envisager parce que T'as de quoi? J'ai de quoi, je peux me dégager du temps. Quand je discute avec mes amis qui font ce métier comme moi, j'ai plusieurs fois entendu l'histoire de je travaille, je sais pas, 9-10 mois, je fais des commandes de pub, de com, de presse, etc. Et puis après, je me dégage 2-3 mois dans l'année pour travailler à fond sur un projet. Et puis peut-être qu'après, 1 an plus tard, en fait, j'en vois. Enfin, il y a vraiment un côté stratégique, un équilibre. Mais au début, quand t'as des factures à payer, ou t'as des enfants, ou plein de frais, tu vas pas te lancer dans l'édition. Et pourtant, il y en a qui le font et qui sont hyper courageux. Et on sait tous que c'est compliqué financièrement pour tout le monde, quoi. Bon. Voilà. C'est dit. Oui. Alors justement, on parlait de complications. Vous l'aviez mentionné tout à l'heure. Il y a quelques mois, vous avez revendu la Grume aux éditions Nathan. Oui. Est-ce que du coup, on pourrait en discuter un petit peu? Oui, bien sûr. Ouais, évidemment, ouais. Donc on a vendu au 1er juillet. Pourquoi on a vendu? En fait, les raisons elles sont Pour continuer. Ouais, pour continuer. Bon, c'est vrai que donc la première des raisons, c'est sûr, c'était économique, mais il y a un peu d'autres raisons quand même. Si on fait toute la liste, il y avait aussi, un besoin quand même. Il y avait aussi un besoin donc économique, parce que là, c'est sûr qu'on avait enchaîné des années difficiles, vraiment qui étaient en déficit. Avec par ailleurs des succès, donc des succès en tout cas de prix. On a vu des prix à Bologne, tout ça, le prix Sorcière. Mais après, en fait, ce qui est compliqué dans l'économie, c'est que tu vas avoir un livre, des prix d'abord, ça fait pas toujours vendre. Et puis quand t'as une mévente, les méventes peuvent vraiment te plomber au-delà de ce que t'as gagné sur un bouquin que c'est un peu vendu, quoi. Donc difficile. Donc là, d'enchaîner 2 années qui étaient vraiment compliquées. Donc on avait besoin de Puis même un succès. de sortir je sais pas pour non, mais pour économiquement, il fallait qu'on passe je trouve que même un succès, en fait, quand un livre se met à se vendre, pour peu que tu l'aies pas anticipé, t'as pas le tirage, tu retires. Du coup, ce retirage, il te coûte un peu des yeux de la tête. Et enfin, finalement, ces exemplaires que tu vas vendre en plus de ce que tu avais envisagé, c'est presque, en termes de gains, c'est presque rien. Ouais, bien sûr. Donc nécessité économique et puis besoin quand même de sortir de l'indépendance. Tu vois, on en parlait pour les illustrateurs, ça. Nous, l'indépendance. Donc tu gères tout et puis t'as toute cette partie administrative, compta, etc. Avec le stress qui va avec. Quoi. C'est lourd. Un peu très très dur. Tu sais pas comment la trésorerie quand tu sais pas comment tu vas payer tes auteurs, tes fournisseurs, et alors le stress. Non seulement tu sais pas comment tu vas les payer, et puis après il faut quand même que toi tu penses à te payer aussi. Quand il reste un bref. Tant qu'à faire. Ouais. Donc voilà. Et donc revenir, sortir de ça pour sortir de ce stress, et puis revenir quand même aussi un peu au boulot, plus boulot édito. Là, moi, je suis vraiment ravi de comment ça se passe, parce que mes journées, je consacre beaucoup plus de temps à être avec mes auteurs, accompagner, à être sur la fabrication, sur la partie production. Ce que tu as toujours voulu faire au final. Ouais, moi je suis formé à ça, donc c'était ma passion. Et puis retrouver une équipe, une équipe un peu plus large, plus de gens, parce que nous on était en tête à tête avec Chloé, donc ça c'était super sur les premières années, parce que c'était vraiment la Grume, c'est un projet de couple quand même, et puis ça s'est développé, c'est parti tout petit, et puis ça a un petit peu grossi, et puis après on a fait Citrus, on n'avait pas d'enfants, la revue, voilà, puis après on a eu des enfants. Et puis ça a fini là la fin des 2 dernières années difficiles. Et puis en plus on a perdu le local qu'on avait, donc on bossait à la maison. Bon, tu vois, à un moment on a dit non, ok, là il faut qu'on change de modèle, qu'on retrouve une boîte, une équipe, et puis une économie saine. Alors on est ravis. Ça se passe très très bien. Top. On soulagé puis on respire. Oui. Voilà, non, c'est très très dur. Tu vois, on parle pour les auteurs illustrateurs, mais c'est
hyper dur, une petite maison, notre modèle. Alors je pense que de toute façon c'est dur pour toutes les maisons d'édition, emmène des plus grosses, elles ont plus de charges, c'est compliqué. Mais nous, notre modèle, la petite maison d'édition qui fait 10-15 livres par an, qui a pas non plus une longue existence, donc qui a pas non plus un fonds qui lui rapporte beaucoup. Tu vois, le fonds c'est les livres plus anciens qui tournent. Donc nous, cette la somme de travail là, il y a quand même souvent des mois où on n'avait pas de quoi se rémunérer. Donc, quand tu es en couple, que tu fais le même boulot et puis encore une fois que tu as une famille de 3 enfants à faire tourner, c'est tendu, on le sait, c'est partagé pour on voit toutes les autres les maisons d'édition qui sont un peu de taille équivalente, qui sont on a plein d'amis, des éditeurs indépendants, tout le monde connaît les mêmes difficultés hein. Pour des maisons en plus qui sont quand même, tu vois, on a un diffuseur on est bien diffusé, tu vois, et puis on a des prix. Oui, il y a pas de problème. On n'est pas dans la micro-édition, tu vois, c'est qu'il y a encore un échelon en dessous. Oui, c'est vrai. Nous, on est dans la petite édition, mais quand même une édition qui est bien diffusée, qui a de la presse, tout ça, qui a des prix. Bon, c'est très difficile. Mais c'est sûr qu'il faut avoir des nerfs méga solides. Et je sais qu'à titre personnel, je voulais vous demander, vous l'avez un petit peu effleuré, mais c'est comment de travailler en couple, quoi? Parce que waouh, quoi. C'est génial parce que il y a une énergie créatrice qui aurait peut-être pas une confiance aussi, vous comprenez, une affinité. On vit avec ça. Quand on a créé l'agrume, c'était super. On pense qu'à ça, on le voit partout, tel illustrateur, telle idée. Tout est sujet à éveiller nos envies de création. Donc ça, c'est merveilleux. Il y a une grande liberté, on se fait confiance, il y a une facilité de dialogue. Donc c'est vraiment vertueux. Au début, c'était quand même en tous les cas un peu. Je pense que ça a été une force supplémentaire d'avoir créé la maison en couple. Puis ensuite, c'est sûr que, on l'a un peu dit, dès lors qu'on a eu d'abord 1, puis ensuite 3 enfants, parce qu'on en a eu 2 d'un coup. Oui. Bon, c'est sûr qu'il y a tout à coup une deuxième activité en parallèle que ce même binôme porte de la même manière. C'est comme s'il y avait une deuxième entreprise qui s'était mise en route, dans l'ombre. Et c'est là que ça devient plus compliqué parce que on a moins de temps, parce qu'on est plus tendu, parce que on n'a plus envie d'aller faire un petit salon au fin fond pour porter nos livres sur le dos, notre nappe, accrocher notre petite déco quand c'est trimballé dans le train. Après on est moins dispo aussi pour ces choses-là parce que on veut passer du temps avec notre famille, aussi parce qu'on est fatigué. Il y a tout à coup un truc qui s'est un peu émoussé et puis du coup entre nous, quand il y a beaucoup de sujets tendus ou pas forcément, mais en tous les cas des sujets que tu partages toute la journée sur ta maison et puis que tu rentres le soir et puis c'est d'autres sujets, c'est toujours avec la même personne que tu dialogues. En plus, nous avec l'agrume, on était tous les deux. Il n'y avait pas d'autres intervenants. Il y avait des gens en externe comme la graphiste ou les diffuseurs, mais c'est pas une équipe au quotidien avec qui ça brasse des idées. Du coup, il y a une forme de huis clos qui nous pesait. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on a eu envie de changement. Ouais, bien sûr. Pour oxygéner un peu, normal, ça, quoi. Bien sûr. Juste pour revenir à l'économique aussi, sur les débuts, il y a l'élan sur les débuts et puis effectivement on est complémentaires, donc ça c'est vraiment toute une aventure de couple qui était géniale. Mais dès lors que c'est plus difficile et puis on a plus de difficultés à gérer la maison d'édition, ça se ressent aussi sur le couple. C'est-à-dire que si ça marche bien, c'est super, il y a un élan. Et puis quand ça marche moins bien, ça affecte la partie plus intime. Quand tous les deux tu bosses. Guillaume à la fin il faisait des nocturnes jusqu'à 1h du matin, quasi tous les jours pour la compta, les droits d'auteur. Et quand tu sais que derrière t'as pas de salaire, c'est c'est rude. C'est un peu dur, quoi. C'est un peu. Donc ça crée. Moi c'est sûr que. Moi, ça avait créé une sorte de conflit chez moi. J'y arrivais plus. Je me disais, mais attends, on bosse comme des fous. Il y a pas d'économie. Donc il y a un moment, c'était tellement insoluble. C'était là du coup. C'est vrai qu'on est hyper content parce que c'était inespéré d'avoir ce cadre. Inespéré, je veux dire à la fois que la maison perdure avec son catalogue, sa ligne. Mais vous gardez l'ADN, quoi. Aujourd'hui complètement. Il y a même une espèce de, moi j'ai quand même une relative autonomie au sein du grand groupe. Donc moi je dirige l'agrume et puis que l'agrume, la marque continue. C'est moi qui, avec tous mes auteurs, je continue à la diriger. Et puis aujourd'hui je la dirige. Donc j'ai évidemment des comptes à rendre en termes de gestion. Il faut que. Mais par contre je fais quand même les trucs comme je les entends. Donc. Et c'est
plus que toi. Alors ouais, voilà. c'est encore, c'est un peu en transition, mais moi c'est vrai que j'avais, voilà, je l'ai un peu exprimé, donc j'avais envie qu'il y ait pas une rupture, mais en tous les cas un peu, je sais pas, chacun son truc, chacun chez soi, et on se retrouve le soir, on parle d'autre chose, voilà. Et puis bon, après moi, peut-être que toutes ces tensions liées à l'indépendance, à l'économie, ont développé chez moi de forts griefs envers le métier. Et donc, comme je te le disais, moi, à la fin, j'y arrivais plus. Et du coup, je garde un œil bienveillant et quotidien sur l'agrume. Tu vois, je continue à avoir des idées, à lire les textes, à faire des choses, à pourquoi pas repérer des illustrateurs. Enfin, je sais pas, Anouk Ricard, Charline Colette, ça c'est encore ma patte. Mais non, il y a plus, enfin voilà, je suis plus dans l'équipe. D'accord. Tu vas te reconvertir dans autre chose. Voilà. Je pars vers autre chose. Cool. On va se reparler dans 2 ans pour parler de cette aventure-là. Ouais. Là, il y a eu une toute dernière aventure dont j'avais envie de discuter avec vous, c'est Citrus, que je trouvais magnifique. Enfin, je trouvais que c'était audacieux, c'était drôle, graphiquement, et puis au niveau du contenu, c'était super fort. Et puis j'ai entendu parler de cette exposition rétrospective à la Slow Gallery qui marquait la fin. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette aventure, en plus de tout ce que vous aviez déjà entrepris, et qu'est-ce qui vous a poussé à l'arrêter ou le mettre en pause? Bah exactement, ça résume un peu tout, hein, Citrus. Ce qui nous a poussé, c'est notre amour de l'illustration, notre amour des projets, toujours l'envie de d'avoir une autre idée et puis de se lancer comme ça à corps perdu. Après, il n'y avait pas d'autres envies que juste, c'était faire plaisir. C'était vraiment, mais il y avait quand même avec Citrus l'idée de travailler, élargir le réseau. Ça, on adore être en contact avec plein de monde. C'est vrai qu'il y avait et puis nous, on repère, on est vraiment là un peu à repérer surtout la porte d'entrée, comme on le disait, c'est l'illustration, donc à repérer les illustrateurs, illustratrices qui nous intéressent. Et du coup, Citrus, c'était un lieu pour avoir une espèce, au départ, on se le présentait comme ça, comme un laboratoire pour lancer des jeunes artistes, comment faire bosser tous ces gens tellement talentueux dont on adore le boulot, mais avec qui il n'y a pas forcément un projet de livre. Eux, c'est pas leur truc, force, comme tu disais, ils vont pas être dans le temps pour faire un livre, ils sont pas là-dedans. Parce que c'est pas forcément jeunesse. Et puis nous, on peut pas faire des livres avec tous les gens. Enfin bref, du coup, c'était vraiment multiplier faire travailler des illustrateurs qu'on aime, les mettre en avant. Voilà, il y a plein de trucs. C'était quoi, Citrus, ça nous plaisait aussi d'avoir un retour vers le texte aussi, quand même. Aussi en termes de contenu. Ça nous plaisait bien de faire jeunesse et bande dessinée, même les BD pour adultes. On explore des sujets de société qui sont forts et tout ça, mais là d'aller encore une fois élargir le réseau et puis d'aller travailler avec des universitaires, des journalistes, des romanciers, extraordinaire, avec un retour au texte, vraiment du texte plus adulte, intellectuellement, c'était fabuleux. Franchement, il y avait un débat d'idées, on était là, on vivait avec ce thème comme ça pendant 6 mois, on cherchait des auteurs, des idées, des angles, on faisait des rencontres géniales. Enfin, moi Citrus, c'était alors du coup on se l'est dit après coup, c'était presque une maison d'édition dans la maison d'édition. Enfin, c'était recréer un truc d'envergure aussi lourd et intense que l'agrume. En fait, on aurait pu faire que Citrus, on s'était fixé d'être, ça devait être un semestriel, même si on n'a pas réfléchi à ça en le faisant, mais c'était avec notre petite équipe, on aurait pu faire que ça, 2 Citrus par an, c'était un plein Citrus, temps déjà. On s'est fait des nocturnes jusqu'à 5 heures du matin pour vraiment avec des bouclages. Enfin, il y avait 200 pages, il y avait une 50aine d'auteurs à chaque fois, tous les textes à relire, la maquette. C'était quand même ultra ambitieux. Et du coup, avec une économie, alors là, catastrophique. Là, c'était complètement. En gros, on aurait réussi à équilibrer si on en vendait 5000 par numéro. Et puis évidemment, donc nous, on avait l'ambition, on y croyait, on a tiré d'abord à 5000. Et puis c'est pour ça, on s'est dit, en plus, Citrus, on va sortir du côté niche, tu vois, niche, c'est-à-dire qu'on peut avoir le roman graphique ou les livres objets pour les enfants. C'était quand même. On s'est dit, on va pas avoir peur des thématiques, on va surfer sur les marronniers et surfer sur les marronniers. Super phrase. Et on va prendre des thématiques qui peuvent intéresser le grand public. Donc football, les faits divers, la gastronomie, manger. Donc on avait quand même l'ambition. Ah, c'est sûr. Et ça transpirait l'ambition. Et ouais, non, ça a été économiquement, ça a été super compliqué parce que
Et voilà, je te dis, les ventes, elles auraient dû se situer à 5000. C'était plutôt, le premier, c'était pas trop mal, c'était 2005. Et puis très vite, on est descendu à 1005. Ah, oui. Des illusions, quoi. Bah ouais. Ouais, mais encore une fois, des difficultés particulières sur la revue, parce qu'il faut quand même, les gens savaient pas où la classer. Ouais, alors comme c'était l'agrume, tous les libraires qui nous suivaient sur nos bouquins, ils l'avaient mise en bande dessinée en voulant bien faire. Hein. Ouais, L'agrume, c'est en la bande BD. dessinée, on n'était pas au bon rayon. BD, parce qu'il y avait 2-3 BD dans le numéro, parce qu'il y avait quelques articles qui étaient traités en bande dessinée, parce que c'était aussi le rayon revue n'existait pas encore forcément et n'existe peut-être toujours pas dans la majorité des librairies, donc il fallait le mettre quelque part. Donc et puis on était alors parfois c'était classé aussi par thème, hein, donc football, sport. Enfin. Et puis c'est compliqué parce que c'est une revue sur du temps long, quoi. Tu vois, semestriel, alors que c'est déjà quand même une périodicité quand même qui est assez grande. Mais au bout de 6 mois, t'as la nouvelle qui arrive, l'autre est chassée, alors qu'elle s'est presque pas assez installée. On lui a pas donné le temps qu'il fallait pour ça, quoi. Tu vois, donc. Et puis la revue, il faut sortir de la librairie, il faut aller sur la diffusion presse, ce qu'on n'a pas voulu faire parce qu'alors là c'est une autre spirale infernale. En gros, je pense qu'on n'avait pas tout à fait les épaules pour ça. On a aussi rencontré de la même manière que on a un groupe d'amis éditeurs. On a aussi rencontré, je veux dire, des gens qui faisaient des revues avec des formats similaires. Et on a bien vu que c'était très compliqué en termes de format. Ouais. De trouver un public fidèle, parce que t'as aussi le public, qui se retrouve pas dans toutes les thématiques. Alors. T'as ceux qui te font confiance, qui disent si c'est Citrus, je sais qu'ils vont traiter le foot avec autant de finesse ou de justesse que Manger ou Amérique. Il y a quand même des gens qui faisaient des. Notre public, dans le fond, le public un peu fidèle, et puis il y en avait des gens comme toi, qui ont été marqués par Citrus. Il y avait une part du public qui rentrait dans la thématique, effectivement, et puis les publics fidèles, ça c'est ceux qui s'intéressaient à l'illustration. Les pros, voilà. Une revue de société les illustrateurs que j'admirais, ils passaient par chez vous. Hein. Ouais. Pour moi, c'était juste un objet. Même si on enlève le contenu, juste graphiquement, c'était magnifique. Ouais. Et donc, ce public, ce que je veux dire, c'est que le public intéressé à l'illustration, qui suit l'illustration, donc, et en fait, il est tout petit. Hein, oui. C'est un microcosme, en fait. Donc, il y a tous les gens qui sont dans le milieu. Donc, les directeurs artistiques qui connaissent Citrus, ils ont les 6 numéros, les illustrateurs, tout ça. Mais, en fait, au-delà, un grand public qui, lui, n'est pas professionnellement dans l'illustration, mais qui s'intéresse à ce domaine-là, l'illustration, en fait, ça, c'est tout petit. Donc il devait y avoir des gens qui s'intéressent à la bande dessinée, qui sont des lecteurs de BD, qui pratiquent pas la BD mais qui sont des lecteurs de BD, tout ça. Donc ça constitue le public de lecteurs de BD, le public qui est curieux, qui suit tout ce qui se crée dans le monde de l'illustration. Ça c'est tout petit. Et dans le fond du coup c'était ça notre cible. Donc il y avait un peu un truc qui allait pas, quoi. J'ai lu dans une petite interview que peut-être que ça date, peut-être que ça a changé, mais il était question que c'était une pause et que vous vouliez reprendre sous une autre forme. On n'a jamais accepté. Ouais, on n'arrête pas de se raconter qu'on va le reprendre. Hein. Moi, j'y crois toujours. Hein. Pourtant, de toute façon, on est plutôt des gens très honnêtes avec nos choix, avec l'économie. Et Citrus, c'est vrai que on a arrêté à contre-cœur, hein, clairement. Moi, la fin de Citrus, c'était vraiment une petite. On a été contraints d'arrêter, et encore, tu disais, on a arrêté, pour clôturer l'aventure. On a fait cette grande exposition à la Slow Gallery. Là aussi, on avait donné une thématique, comme Citrus était thématique. On avait gardé ce truc. Que ce soit triste. Alors on s'est dit. Et le soir, moi, je me revois vraiment le soir du vernissage, blindé comme il y a jamais pour tous nos lancements de bouquins. Ça vraiment blindé de gens. À la fin, je dis non, mais quand même, on a arrêté Citrus. On va peut-être quand même le continuer sous notre forme. Je voulais pas, quoi. Il y avait tellement de monde, ça fédérait tellement de gens. Il y avait une telle énergie avec Citrus que. Énergie Citrus. Ouais, bon, puis après, le lendemain du vernissage, on revient à la raison. On se dit, non, si évidemment. Mais économiquement, c'était une folie. Enfin, vraiment, en gros, chaque numéro nous enfonçait encore un peu plus bas. C'est dur. Donc l'idée de le reprendre, oui, ça serait de plus être un périodique. Moi, j'adorerais. Ça serait de plus être une revue. Mais en gros, l'idée de garder l'idée du collectif, parce que ça, c'est vraiment cool de faire travailler sur un thème collectif thématique et de faire travailler plein de monde autour d'un thème, ça c'était vraiment super, mais sous un format plus livre, et puis du coup qui nous permettrait d'avoir un équilibre meilleur, parce qu'on pourrait peut-être le vendre plus cher, enfin tu vois, sortir de la logique de la revue, ça fonctionnait pas. Mais donc on a toujours l'envie de. Quand j'entends votre histoire, j'ai l'impression d'entendre une de ces histoires de ces groupes de rock là, tu sais, qui raccrochent, qui disent non, c'est trop dur, et puis qui font une tournée d'adieu, et puis 5 ans plus tard, ils se disent allez, ça fait 10 ans que cet album est sorti, on refait un truc, ils disent en fait c'est super cool, et hop, ils recommencent. Non mais du coup c'est marrant que tu dises ça, puis en plus là tu vois on est autour du podcast,
Il y a ça aussi, c'est un peu de se dire peut-être qu'il faut vivre avec son temps, peut-être qu'une revue de 200 pages, en fait, enfin, je vais peut-être me faire taper dessus par tout le monde, des trucs comme ça, mais peut-être que c'est plus d'actualité, tu vois. Aujourd'hui, c'est peut-être d'autres médias, d'autres manières de véhiculer des choses. Oui. Mais ça va beaucoup plus vite aussi aujourd'hui. L'information est digérée à une vitesse grand V. Parce que faire un citrus, c'est quand même, c'est beaucoup de temps. C'est super intéressant ce que tu dis là, parce que je discutais avec un copain dernièrement de cinéma, et on se disait qu'en fait, quand tel film ou même sur des séries de films sortent, en fait, on n'a même pas le temps de digérer, je sais pas, ces bateaux hyper populaires, mais tu sais, quand le dernier épisode des Avengers est sorti, tu sais, il y a des gens qui suivent ça depuis 10 ans, et puis après, je sais pas, 2 semaines plus tard, et boum, il y a l'autre grand film qu'il faut encore revoir. T'as même pas le temps de digérer ça, que en fait, il y a une surenchère. Il y a une surenchère. Ou en musique, c'est pareil. Moi, j'aime énormément la musique, et puis, vous savez, le vendredi sur Spotify, elle est sortie, etc. Ou moi, il y a 2 groupes que j'aime énormément qui ont sorti un album vendredi, et donc je suis hyper content, je les écoute, machin. Puis je sais que presque vendredi prochain, il y aura peut-être un nouvel album, et je regrette un peu à l'époque quand j'achetais des CD, où je suivais les groupes. Je m'intéressais aux paroles, je lisais les petits livrets, tu vois, et qu'aujourd'hui, en fait, t'as tellement pas le temps, ça va tellement vite, et je trouve ça super triste. Là, c'est ça. On pointe un gros problème d'époque, mais qui concerne à 100% le livre, hein. Tu vas en librairie, tu discutes avec un libraire, ils croulent sous les livres. Ils reçoivent des cartons, et les livres, ils restent en place sur table, quoi, 1 semaine, 10 jours, s'ils arrivent à trouver un coin de table pour faire une pile, et puis après ça part, parce que, enfin, il y a comme ça une super production, ça c'est de la spirale infernale. C'est sûr que sur l'économie de choses comme ce qu'on fait avec l'agrume ou ce qu'on faisait avec Citrus, c'est fatal. Enfin, nous, on faisait des livres de fond parce qu'il y a des gens qui produisent aussi dans cette idée de choses comme ça plus rapides. Mais nous, notre démarche, c'était vraiment de faire des livres de fond. D'ailleurs, c'est une politique qu'on a toujours eue. C'est tous nos livres de notre catalogue sont toujours disponibles. Oui. Parce que voilà, il n'y a pas de livre qui se périme. Mais c'est sûr que le marché empêche ça, clairement. Si j'entends bien, vous vivez une sorte de renaissance, quoi, quelque part, avec Nathan. Ah bah oui. Et puis, il faudrait croire que Citrus, c'est pas terminé, et que justement, pour vivre à travers son temps, avec son temps, vous trouverez peut-être un nouveau format. Parce que le cœur, il a toujours l'air d'être là, quoi. Ah bah oui, ça c'est sûr que Citrus, c'est un format. Enfin, moi, tu vois, le podcast, ça fait écho aussi avec ce qu'on développait dans Citrus, c'est-à-dire les débats d'idées, des thématiques fortes. Il y avait l'illustration évidemment qui là n'a pas lieu d'être. Oui, bien sûr. Mais on n'y réfléchit pas activement du tout, mais voilà, régulièrement ça revient comme à ça. Suivre. Ouais. Super. Juste la question de la fin. Quel conseil vous donneriez à un auteur, un illustrateur, une illustratrice qui aimerait percer dans le milieu de l'édition ou qui aimerait se faire éditer? Alors, moi, pour la petite parenthèse, depuis 2 ans, j'interviens dans une école d'illustration qui s'appelle Condé. Ah, ok. Auprès des Master 1 en illustration de bande dessinée. Donc, voilà, c'est un petit peu ce que j'essaie de faire avec eux, de leur donner les clés pour se préparer à ce métier. Voilà. Est-ce qu'il y a une recette infaillible? Moi, je crois surtout qu'il faut qu'ils aient un style, enfin leur style. Ça, c'est surtout la base, parce que il y a peut-être aujourd'hui un peu la tentation de vouloir s'adapter à des médias ou à des. Ouais. Donc, alors après un style et puis il faut un style fort et puis il faut quand même, il y a un juste équilibre, je trouve, toujours à trouver un style singulier, personnel et puis affirmé, mais quand même, en tout cas pour la jeunesse. Assez lisible, tu vois, assez accessible. Faut pas non plus des trucs trop expérimentaux en termes d'écriture graphique, quoi. Non, moi, un conseil que je donne à tout moi, c'est un conseil serait de se nourrir. Donc c'est vraiment d'aller en jeunesse, hein, mais ça peut être pareil en BD. Mais nous on fait quand même plus de livres jeunesse, c'est d'aller en librairie et puis du coup en bibliothèque aussi énormément, parce que comme on disait, en librairie il y a pas toujours beaucoup de fond, mais en bibliothèque on trouve tout le fond, donc c'est vraiment d'aller regarder, d'aller lire des albums et puis se nourrir intellectuellement, s'inspirer. Donc ça c'est sûr, faut pas être devant sa table et puis maintenant je fais un livre jeunesse, il faut quand même aller voir tout ce qui s'est fait avant, d'où ça vient, il y a une histoire, comment on raconte une histoire, ou alors un livre à principe,
ça peut être un livre non narratif, mais comment on fait tout ça, qu'est-ce qui s'est fait avant moi, donc ça faut vraiment faire toute cette démarche-là, ça c'est vraiment capital, je crois. Voilà, donc effectivement, de développer son écriture, là, son écriture graphique. Et ils le font, un discours, j'imagine aussi, ou pas forcément? Non, enfin, un propos. Bah, un propos, oui, mais en même temps, ça peut être une image derrière qui... Oui, c'est vrai. Ouais, complètement. Donc, comme un abécédaire, par exemple. Bah, c'est juste le style graphique. Après, il y a quelque chose qui pollue les boîtes mail, mais en même temps qui peut porter ses fruits. Ça peut être régulièrement d'envoyer comme ça une image. Ah oui. Alors, il faut sélectionner. C'est sûr que nous, on reçoit encore des romans ou de la poésie pour adultes. Bon, c'est mieux de bien cibler les gens à qui on envoie son boulot, mais comme ça, régulièrement, tac, une image. Se rappeler juste à une l'éditeur. image, ouais, voilà, quelque chose de très simple. Parce que je pense que il y a pas mal de gens, enfin, qui travaillent dans l'illustration, qui peuvent fonctionner comme nous. C'est-à-dire, t'accroches sur un truc et hop, tu réponds comme ça sur un. Ouais, il y a une alchimie qui se crée. Ouais, voilà. Ouais, une rencontre, quelque chose. Ouais, parce qu'après, c'est pas. Je crois quand même que les réseaux sociaux aujourd'hui donne quand même beaucoup de visibilité aux illustrateurs. Ouais. Enfin, moi, ce que j'entends à l'école, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'illustrateurs qui se font démarcher via les réseaux. C'est dingue, hein? Mais oui, c'est hyper important. Si on veut pas prendre part à ce jeu, ouais, je crois qu'aujourd'hui c'est compliqué. C'est obligatoire, je crois, personnellement. Je sais que tout le monde n'est pas oh non, moi j'aime pas ou je connais pas, mais je pense que c'est important de s'y mettre, quoi. Ouais. Top. Où les auditeurs peuvent-ils suivre vos actualités, vous retrouver? Bon, donc sur les réseaux sociaux, nous il y a c'est à la fois sur Facebook et Instagram. Donc ça c'est voilà pour suivre un peu toute la production. À Montreuil. Alors après voilà, donc ça le salon quand tu disais des conseils, effectivement on sera au salon de Montreuil évidemment. Ça c'est un temps où je suis là tout le temps sur le stand et puis je reçois beaucoup d'illustrateurs, donc ça faut pas hésiter à passer sur la Grume et puis même en conseil pour les illustrateurs, voilà, à venir avec venir avec son il y a un super carton salon, à dessin et puis essayer de voir, il y a quand même pas mal, tout le monde le fait pas, tout le monde joue pas le jeu, mais d'essayer de rencontrer des éditeurs, des directeurs artistiques, ouais, c'est quand même un salon important, Montreuil. Je voulais faire un peu de pub pour un salon que j'adore, qui est pas du tout à Paris, vas-y. Qui est près de Toulouse, qui s'appelle le Festival BD Colomiers. Voilà, qui est un petit salon vraiment axé autour de l'illustration, qui est pas estampillé ni jeunesse, ni adulte, ni ni fanzine. Ouais. Voilà, qui est un super salon. C'est loin de Paris, mais. Et quand vous êtes sur un salon, vous prenez le temps parce que j'imagine que il y a plein de gens qui doivent venir vous voir. Vous devez être super fatigué. Maintenant, vous prenez le Guillaume, temps. il le fait, ça va rien. Ouais, ça fait partie. Non, mais si ça ouvre un petit peu. Tu vois, sur un salon, tu présentes tes livres. Hein, donc t'es surtout là pour vendre les livres. Tu montes ta production, T'as un illustrateur qui vient te montrer toi, ça te fait une petite parenthèse même. Donc du coup, ça fait partie de l'équilibre du salon. T'es là pour vendre, mais t'es là aussi pour multiplier les contacts, tu vois, des professionnels, des imprimeurs. Et je trouve que ça fait partie de l'énergie d'un salon de rencontrer aussi les auteurs, les artistes, toi. Et on trouve quand même, alors, ouais, je sais pas si on en trouve, ouais. C'est un moment où aussi je rencontre des gens avec qui il y a des projets un peu qui sont initiés, mais je sais pas trop. Du coup, je leur donne rendez-vous à Montreuil. Bon, il y a plein de gens qui sont en province aussi. Donc on échange, c'est facile de faire un livre, même si on se rencontre pas. Montreuil, c'est le moment un peu le rendez-vous. Ouais. Ils montent à Paris, ils vont à Montreuil, donc on se rencontre à cette occasion. Et oui, non, moi je prends le temps je vois tout le monde. Ah, c'est drôle parce que moi, je vais quasi tous les ans à Montreuil et je me sens. Pourtant, je suis quelqu'un de très social, je suis quelqu'un qui aime bien discuter avec les gens, mais alors le premier pas d'aller voir quelqu'un sur son stand, et j'ai toujours l'impression qu'on les embête, tu sais, que quelque part ils sont tellement occupés qu'ils voient tellement de gens. Franchement, il sort du lot pour ça. Ouais, non, mais c'est vrai. Dommage qu'ils fassent pas plus, ouais. À Montreuil, t'as la tête déjà tellement. Mais. Alors le truc. C'est comme lui, il répond à tous les. Pour ça, il répond à tous les mails. Mais c'est vrai que quand tu tiens ton stand, t'as aussi effectivement 1000 trucs à faire, tu tiens ta caisse et tout ça. Donc, mais là aujourd'hui, donc je reviens à Nathan là maintenant et on va être sur le stand, un plus gros stand tenu par un libraire. Tu vois, il y a un libraire qui sera là, donc moi je serai là présent quand même pour présenter la production. Mais il y a un libraire qui sera là pour tenir la caisse et tout ça. Évidemment, je trouve que quand même je trouve que les plus grosses maisons qui du coup sont présentes sur le salon. Mais ne s'occupent pas de la vente, si tu veux, elles devraient prendre ce temps-là, je trouve, de recevoir les. Ah, moi, je le fais, ouais. C'est moins intimidant, dans mon expérience, d'aller voir, évidemment, les gros éditeurs qui ont un plus gros stand sur lequel tu peux te balader, que le petit qui est juste derrière et t'as l'impression que dès que tu ouvres un livre, il va te parler, ou toi tu dois lui parler, ou t'as ton petit portfolio, je lui montre, je lui montre pas, c'est un peu gênant, quoi. Ouais. Non, mais faut le faire, quand même, ouais.
Bon, si vous écoutez le podcast, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Osez, quelque part. Très bien reçu. Ouais, bien faut oser. Parfait. Guillaume et Chloé, merci beaucoup pour votre temps. C'était merci à toi. Passionnant. Au plaisir. C'était ma discussion avec Chloé et Guillaume. Merci à eux pour leur temps et leur gentillesse. J'ai passé un excellent moment en leur compagnie. Une bonne occasion pour lever le voile sur les réalités du métier d'éditeur indépendant. Alors, qu'en dites-vous ? Si ça vous a plu, je vous invite à leur écrire directement ou à les suivre sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas non plus de visiter leur site internet afin de découvrir leur très beau catalogue. Et puis, qui sait, peut-être aurez-vous envie d'acheter leur livre directement en librairie. Moi, je dis que ce serait parfait pour un cadeau de Noël. Je dis ça, je dis rien. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager autour de vous, notamment à vos amis qui travaillent dans le domaine de l'édition. Qui sait, peut-être bien que ça pourrait les intéresser. Vous pouvez également partager votre appréciation en me laissant un avis ainsi que quelques étoiles, 5 de préférence, sur Apple Podcast. Cela permettra à ce podcast de grandir. Et puis, si vous désirez être tenu au courant de toutes les actualités liées à ce podcast, suivez-moi sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, Facebook, Twitter et LinkedIn. Et puis, tant qu'à faire, abonnez-vous à ma newsletter, les liens dans les notes de cet épisode. Je termine en remerciant mon ami Adrien Guy pour la musique du générique. Suivez-le sur les réseaux sociaux @AdrienGuy-Musique et allez écouter ses sons sur sa page SoundCloud. C'est drôle, singulier et ça en vaut le détour. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle interview. En attendant, bonne semaine à tous et surtout, restez créatifs. Ciao ciao.